On y pratique la fracturation hydraulique ou fracking, une méthode qui nous procure une nouvelle source d'énergie lucrative. Il y a 10 ans, si vous aviez affirmé que l'Amérique du Nord deviendrait le premier producteur de gaz naturel du monde et que 30% de cette ressource serait du gaz de schiste, il n'y a pas une seule personne qui vous aurait cru. Il y a assez de gaz naturel dans la croûte terrestre pour couvrir nos besoins jusqu'au prochain cataclysme. Il y en a énormément. Il reste à savoir à quel prix nous le faisons remonter à la surface. Si la fracturation hydraulique est un procédé issu des dernières technologies, elle soulève également de nombreux débats. L'extraction du gaz de schiste n'a pas toujours été possible. Là où les puits traditionnels plongent directement dans des poches de gaz emprisonnés, les forages directionnels vont à présent directement à l'intérieur des couches de schiste profondes. Le professeur en ingénierie Anthony Ingrafea de l'université de Cornell est spécialiste en mécanique et fracturation des roches. Les recherches qu'il mène depuis plus de 30 ans ont fait avancer la fracturation hydraulique, nous autorisant ainsi à collecter du gaz dans de la roche quasi solide. Avec le forage directionnel, cette technique a radicalement changé la donne. On peut diriger le puits vers n'importe quel endroit. On peut tourner à gauche, à droite, autant de fois que nécessaire. Ça nous permet de cibler une couche précise de gaz de schiste, au lieu de forer directement à un seul endroit. On fait descendre notre puits, puis on tourne à 90 degrés, et on le prolonge autant qu'on le souhaite le long de la zone qui nous intéresse. La partie horizontale du puits peut maintenant faire plusieurs kilomètres. On fait ensuite sauter la roche à l'aide d'explosifs afin de percer des trous dans lesquels on injectera à très haute pression des millions de litres d'eau, du sable et des produits chimiques. Le schiste solide éclate alors un peu comme un pare-brise. Une fois la pression retombée, le fluide se retire, laissant derrière lui de minuscules grains de sable qui maintiendront ouvertes les fractures. C'est ainsi que le gaz est libéré. On n'a pas besoin de grosses ouvertures parce que les molécules de méthane sont très petites. Quelques millièmes de centimètres, c'est largement suffisant. Le gaz naturel est une des énergies les plus propres, mais son extraction est très polluante. Les adjuvants chimiques avec lesquels on traite l'eau pour qu'elle soit plus fluide la rendent extrêmement toxique. Sur les 750 substances utilisées, on retrouve des cancérigènes et des polluants atmosphériques. D'autres n'ont jamais été dévoilés au grand public, et ce en toute légalité. Le fluide servant à la fracturation hydraulique ressort du puits mélangé à du gaz qui est évacué dans l'atmosphère, ou brûlé. La qualité de l'air à proximité de ces installations pose donc problème. Les importants gisements de gaz de schiste d'Amérique du Nord englobent aussi bien les zones rurales qu'urbaines. Des milliers de puits ont surgi du sol ces dernières années. Faudrait-il limiter leur nombre? Les sites de forage s'étendent sur 1 ou 2 hectares. Et si vous regardez à 1 kilomètre à la ronde, vous en verrez un autre. Et il y a des milliers de kilomètres de pipelines tout autour. Aux États-Unis, les premières fracturations hydrauliques ont été effectuées près du village de Dish, au Texas, en 2005. La zone est à présent parsemée de sites d'exploitation de gaz de schiste. Le maire, Calvin Tillman, a assisté à la profonde transformation de sa municipalité. Les sites se suivent l'un après l'autre à perte de vue. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils ne mesurent pas qu'il y aura des dizaines de milliers de puits. Il n'y en aura pas que quelques-uns. Il n'y a aucun endroit qu'ils s'interdisent au Texas. Ils mettent des puits à côté des écoles, à côté des centres sociaux, des maisons de retraite. Il y en a partout. Si vous prenez l'autoroute jusqu'à Fort Worth, au Texas, vous apercevrez des sites au milieu des gratte-ciels. Il y a des stations de compression à côté des restaurants, des hôtels. Chaque puits qui n'est pas foré, c'est de l'argent qui leur échappe. Il y a 15 000 puits dans les schistes de Barnett à l'heure qu'il est. Et à terme, les industriels estiment qu'il y en aura 100 000. Au fur et à mesure de son expansion, Calvin constate les effets néfastes de cette activité. On a commencé à sentir des odeurs très désagréables assez régulièrement. Ça venait de la station de compression et de l'unité de traitement. Ça nous faisait pleurer. On avait la gorge irritée, ce genre de choses. Et puis, j'ai remarqué que mes enfants saignaient du nez à chaque fois que cette odeur était présente. Le village de Dish finance alors une étude de l'air qui révèle de grandes concentrations de produits chimiques dangereux. On a notamment trouvé du sulfure de carbone. C'est une neurotoxine qui provoque des dégâts irréversibles au cerveau.
Ils ont détecté 16 neurotoxines ou substances cancérigènes en quantité supérieure aux limites considérées comme dangereuses. Les toxicologues ne sont pas d'accord entre eux sur ce qui est cancérigène et ce qui ne l'est pas. Il suffit qu'une molécule fasse muter une cellule, et ça y est. On ne peut être sûr de rien à un tel niveau. Quand vous mettez de l'essence dans votre voiture une fois par semaine, vous respirez plus de benzène qu'au cours de toute votre vie à cause de cette industrie. Vous ne saviez peut-être pas. Pensez-y. Les sociétés nous répondent, ce n'est pas si grave. Vous êtes à 11 000 parties par milliard quand vous faites le plein de votre voiture. Mais pourquoi je ne pourrais pas décider moi-même la quantité de benzène à laquelle moi ou mes enfants vont être exposés? Pourquoi l'industrie pétrolière et gazière fait ce choix à ma place? Et pourquoi notre gouvernement les laisse faire? Calvin Tillman fait parvenir cette étude qui fera beaucoup parler d'elle aux médias. Les sociétés gazières commencent à limiter leurs émissions et à analyser la qualité de l'air à Dish. Malgré cela, le maire a dû prendre une décision difficile. Mon plus jeune fils s'est réveillé au milieu de la nuit avec le nez qui saignait abondamment. Il n'avait que 5 ans à l'époque. Il avait les mains couvertes de sang. Il en a mis partout sur les murs du couloir. Il s'est couché avec son frère. Il y avait du sang sur leur deux lits. On aurait dû une scène de meurtre. Et le lendemain matin, ma femme a dit « Je n'en peux plus, on s'en va ». On a commencé à tout organiser, on a mis notre maison à vendre. Je demande souvent aux gens autour de moi ce qui pourrait les pousser à abandonner leur maison, l'endroit où leurs enfants ont tous leurs amis, l'église qu'ils fréquentent. Ce qui pourrait vous faire quitter votre quartier. C'est une décision qu'on a dû prendre. Depuis qu'on a déménagé, mes enfants ne saignent plus du nez. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui déclenchait tout ça là-bas. Ça ne fait aucun doute pour nous. On a bien fait de partir. L'État du Colorado a également opté pour la fracturation hydraulique. Des dizaines de milliers de puits y ont été creusés en quelques années. Shane Davis vit à Firestone. Il y a 18 000 puits de pétrole et de gaz en activité dans le comté de Weld, la plus grande densité des États-Unis. L'hôpital est juste là, c'est le centre médical. Le terrain de jeu est à 150 mètres de ces têtes de puits. Celui-ci, j'ai calculé qu'il était à 35 mètres de la porte vitrée de ce monsieur. Quand il fait froid le matin, on peut voir les composés organiques volatiles qui s'échappent. Et on les sent aussi, on a des picotements sur la langue. Ça provoque des nausées et ça nous donne immédiatement mal à la tête. Nichée au pied des montagnes rocheuses, la ville de Erie compte de nombreuses pistes cyclables et terrains de jeu. En 2011, quelques mères remarquent que leurs enfants présentent des symptômes similaires, allergies alimentaires et troubles intestinaux. Je me suis demandé comment ça se faisait que 5 mères avaient les mêmes problèmes avec leurs enfants. Je ne comprenais pas à quoi ça pouvait être dû. Et puis, l'une d'entre nous a dit qu'il y avait eu des fourrages ici quand on était enceinte, ou quand nos enfants étaient en bas âge. Et là, j'ai commencé vraiment à m'inquiéter. Ils ont placé le premier puits à une centaine de mètres de notre maison. Et on ne s'est pas posé de questions. On pensait que si ça avait été autorisé, ils avaient forcément vérifié qu'il n'y avait aucun risque. En quelques années à peine, des dizaines de puits vont modifier la physionomie de la ville. Les fracturations hydrauliques sont menées à proximité des habitations, des parcs et des terrains de jeu. Une des plus grandes compagnies dans ce domaine est le géant canadien de l'énergie Encana. On est allé voir les sociétés pétrolières et gazières en tant que mère de famille pour leur demander s'ils avaient des preuves qui certifiaient que tout cela était sans danger. Ils m'ont répondu que je devais choisir de leur faire confiance ou pas. Je me suis rendu compte que j'étais seule et que j'allais devoir faire mes propres recherches. Bien décidé à en savoir plus, April Beach apprend que des scientifiques de la région sont en train d'analyser la composition de l'air à partir d'une tour à l'extérieur de la ville. Les résultats étaient alarmants. On a découvert qu'il y avait un taux beaucoup trop élevé de propane et de butane dans notre air, en lien direct avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Les puits en activité libèrent des composés organiques volatiles, ou COV. Certains sont cancérigènes, et d'autres sont de puissants gaz à effet de serre. Une étude a révélé qu'en 2006, les puits de l'Est du Texas ont relâché plus de 1000 tonnes de COV dans l'atmosphère chaque jour. En 2012, les maires d'Erie constatent qu'Encana a jeté son dévolu sur un terrain situé à côté de l'école élémentaire de leurs enfants.
Ils ont appelé ça le site de Canyon Creek. Il sera à un peu plus de 500 mètres de 2 écoles élémentaires, Erie et Red Oak. C'est toujours mieux que la limite de 100 mètres qui a été instituée par l'État. Mais est-ce qu'on est vraiment certain que c'est suffisant pour nos enfants? C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les maires organisent la riposte. Mes enfants sont scolarisés à Red Oak. Mon fils souffre de plusieurs pathologies. Il a manqué plus de 30 jours d'école l'année dernière. Et ce n'est pas le seul enfant du quartier dans ce cas. Je crois qu'il y en a 5 autres rien que dans mon pâté de maison. Aujourd'hui, c'est le premier rassemblement des habitants d'Erie. On s'oppose à la fracturation hydraulique près des écoles et des maisons. C'est très important pour nous en tant que mère. C'est la première fois qu'on manifeste, mais l'enjeu est très important. Là-bas, c'est le terrain de baseball. Il y a 2 parcs ici. Et là, c'est un site d'exploitation de gaz et de pétrole. Nos enfants respirent un air potentiellement dangereux pour leur santé sur leur propre terrain de jeu. Ce n'est pas normal. On ne peut pas laisser faire ça. En mars 2012, une étude commandée par l'État du Colorado confirme ces craintes. Le risque est bien réel. Le docteur Lisa Mackenzie, de l'École de santé publique du Colorado, détecte de hautes concentrations de produits chimiques pouvant causer cancer et dégâts neurologiques dans un rayon de 800 mètres autour des installations. Le danger est encore plus élevé durant la fracturation, quand le gaz est évacué ou torché. L'éthylbenzène et le benzène sont tous les 2 cancérigènes. Il a été prouvé que le triméthylbenzène, le benzène, l'éthylbenzène et les alcanes pouvaient causer des cancers. Et ils provoquent aussi des complications neurologiques du type fourmillement aux doigts, maux de tête et des troubles respiratoires caractérisés par l'irritation des fosses nasales et de la gorge. Comme la plupart des États américains, le Colorado interdit la fracturation hydraulique à moins de 100 mètres des habitations. Mais les recherches du Dr Mackenzie ont montré qu'une distance 7 fois supérieure était encore insuffisante. Nous n'avons pas encore assez de données pour calculer le périmètre de sécurité qu'il faudrait constituer autour des puits afin de protéger nos concitoyens. C'est une étude que nous devons mener. Les parents d'Erie ont pris conscience que les puits qui les entourent menacent leur qualité de vie. Et le site envisagé accroît encore un peu plus les risques pour les enfants qui fréquentent les écoles de la communauté. Ils n'ont pas commencé le forage. On peut encore faire quelque chose. Hey, ho ho! Fracking wells have got to go! Hey, hey! Ho ho! Fracking wells have got to go! Hey, hey! On est très contents, ça fait chaud au cœur. Il y a beaucoup de parents qui se sont déplacés. Ça montre l'importance de ce problème. Il y a beaucoup d'enfants qui veulent défendre leur école. Ce n'est pas pour ma famille que je suis là. C'est crucial pour tous les enfants qui vivent ici. Comment on a pu en arriver là? Comment ça se fait qu'on soit obligé de manifester? On ne devrait pas être là. Pourquoi ce serait à nous d'apporter des preuves? Une des maires de la ville ne supporte plus cette situation. La semaine prochaine, on en sera à 27 puits creusés et en activité dans un rayon de 800 mètres autour de chez moi. C'est ce qui m'a poussé à dire stop. J'ai 4 enfants qui ont entre 2 et 7 ans et je ne veux pas qu'ils grandissent dans cet environnement. On va commencer à déménager la semaine prochaine. J'ai déjà fait quelques cartons. C'est triste pour toute la famille. Je suis très attachée à cette communauté. Si la qualité de l'air est essentielle, la plus grande inquiétude liée à la fracturation hydraulique concerne l'eau. Je dois protéger mes enfants, mais qu'est-ce que je peux faire contre ça? Du méthane pur. Cette image d'un robinet en feu est devenue un des symboles des adversaires de la fracturation hydraulique. La pollution de l'eau potable à proximité des puits de gaz de schiste a davantage mobilisé les médias qu'aucun autre sujet. C'est ainsi que la ville de Dimock, en Pennsylvanie, s'est retrouvée au cœur du débat. Regardez comme elle est sale. Elle vient de mon puits. Greg Sautner a été un des premiers habitants à avoir des problèmes d'eau quand la société Cabot a construit un puits sur ses terres. Le forage a démarré en août 2008, à 300 mètres de la maison. Un mois plus tard, je suis rentré chez moi un soir et j'ai vu que l'eau était complètement contaminée. Le département de protection de l'environnement de Pennsylvanie a déterminé que du méthane avait fui dans l'eau potable suite à des failles dans l'enveloppe de ciment de plusieurs puits. Plus de 30 familles ont été touchées. La compagnie gazière a été condamnée à leur fournir de l'eau minérale.
Un matin, ma fille prenait une douche et elle a dû s'allonger par terre parce qu'elle croyait qu'elle allait s'évanouir à cause du méthane. Elle avait de l'eczéma sur l'intérieur des bras et de l'urticaire sur tout le corps. Elle m'a dit qu'elle voulait avoir des enfants un jour. Je dois protéger mes enfants, mais qu'est-ce que je peux faire contre ça? Il y a des gens qui ont fondu en larmes quand ils m'ont eu au téléphone, tellement ils étaient contents de trouver quelqu'un qui se penche scientifiquement sur ce problème. En 2011, le professeur de l'université de Duke Robert Jackson dirige une étude sur la contamination des puits d'eau près des exploitations de gaz de schiste. Il est le premier à prouver que les maisons situées à moins d'1 kilomètre des sites ont entre 15 et 20 fois plus de probabilité d'avoir un excès de méthane dans leur eau. Au-delà d'une certaine concentration, ce gaz peut faire exploser une maison. On a observé des taux de méthane supérieurs à 50 mg par litre. Ça implique un vrai risque d'incendie et d'explosion. On ne sait pas trop l'impact que ça peut avoir sur la santé de respirer du méthane en faible quantité sur de longues périodes. Encore reste-t-il à déterminer comment le méthane a pu polluer l'eau potable. Serait-il possible que l'injection du fluide à une pression suffisante pour briser de la roche solide fasse remonter les produits chimiques et le méthane jusqu'aux nappes phréatiques? Ici, on remarque parfaitement les couches de schiste et de grès. Ça correspond à ce qu'on verrait 800 mètres en dessous de nous. Il y a des fractures horizontales, mais aussi de larges fractures verticales intermittentes. Est-ce que le fluide de fracturation hydraulique peut se déplacer à la verticale sur 1000 ou 2000 mètres, jusqu'à entrer en contact avec une nappe phréatique? Voilà ce que vous dira tout bon ingénieur. Ce n'est pas impossible, mais ça n'arrive pas systématiquement. Ça nous laisse de la marge. On ne pense pas que ce soit forcément la fracturation hydraulique qui est à l'origine de tout cela. Je pense que c'est la construction des puits qui est en cause. Le coulage du ciment servant à rendre étanches les tuyaux est un processus délicat. Un peu plus de 600% des puits présentent des fuites dues à des fissures dans les revêtements censés protéger l'eau du sous-sol. En 2010, 6,2% des puits de Pennsylvanie forés cette année-là n'étaient pas conformes à la législation. Étonnamment, en 2011, le chiffre était aussi de 6,2%. Durant les 2 premiers mois de 2012, on était un peu au-dessus de 7% en ce qui concerne les nouveaux puits inspectés, dont l'intégrité posait problème. Les pourcentages ne varient pas tellement. On est toujours autour de 6 ou 7%, et les industriels ont les mêmes chiffres. Ce pourcentage infime devient considérable si on tient compte du nombre total de puits de gaz. Et le méthane qui fuit dans l'eau potable n'est pas l'unique problème écologique. Le fluide de fracturation hydraulique qui remonte à la surface contient du sel, des métaux lourds et même des éléments radioactifs provenant du sous-sol. Ce liquide peut être réutilisé, mais il finit rapidement par être trop contaminé. Les compagnies doivent ensuite trouver un moyen de s'en débarrasser, ce qui est loin d'être évident. Au début, ces eaux usées étaient versées dans des ruisseaux ou des champs, ce qui provoquait d'importantes pollutions. Elles étaient parfois acheminées jusqu'à des stations d'épuration, mais elles étaient trop sales pour pouvoir être traitées. Les industriels ont également eu recours à des fosses étanches afin que l'eau s'évapore et que les déchets restent au sol. Cette pratique a été abandonnée pour des raisons environnementales et sanitaires. Nous avons évolué sur la question des fosses d'évaporation, c'est vrai. Nous avons décidé de ne plus utiliser de bassins à l'air libre, à partir du moment où nous avons eu connaissance des risques à long terme que tout cela impliquait. Cet espace vert a servi de fosse d'évaporation pendant environ 6 ans. Et personne ne savait ce qu'il y avait là-dedans. Toutes ces eaux usées toxiques restaient là à l'air libre, en plein milieu d'un champ. Mes enfants étaient encore bébés quand on vivait là-bas. J'ai été enceinte dans cette maison. Il y a des centaines de personnes qui ont marché sur ce terrain. À présent, les industriels se défont de l'eau trop polluée pour être traitée et réintroduite dans son cycle naturel en l'injectant dans le sous-sol. Cependant, ce procédé a aussi ses inconvénients. Il peut engendrer des tremblements de terre. Ces puits profonds ont occasionné des secousses sismiques dans les États du Colorado et de l'Ohio, ainsi que dans le nord de la Colombie-Britannique. Je suis en train d'examiner 3 cas différents qui se sont produits dans le bassin de la rivière Horn, au nord de Fort Nelson. C'est une région qui a été affectée par une série de tremblements de terre pendant 7 ou 8 jours d'affilée, à 3 reprises. Ben Parfit est consultant spécialisé dans les problèmes d'eau et d'environnement. Il prélève de l'eau douce pour fracturer la roche. Quand le processus est terminé, elle est tellement toxique qu'on ne peut pas la relâcher dans la nature. Donc on retire de l'eau du cycle hydrologique de façon permanente. Un puits de gaz de schiste engloutit à lui seul des millions de litres d'eau.
Il faut injecter un volume très important de fluide de fracturation pour casser la roche. C'est un procédé qui se fait sur des kilomètres et des kilomètres. En général, on a besoin de 20 millions de litres pour un puits de gaz de schiste moderne. Un même site peut compter des dizaines de puits. Des milliers de camions sont utilisés pour transporter l'eau nécessaire à chaque forage, puis pour l'emporter une fois usée. Cela représente une quantité d'eau phénoménale perdue à jamais. Je suis sur la rive du lac Elk, à l'extérieur de la ville de Victoria. Si on y ajoute le lac Beaver, il contient environ 1,5 milliard de litres d'eau. Ça représente le volume qui est utilisé actuellement en une journée pour une seule fracturation hydraulique sur plusieurs puits dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Ça nous fait gaspiller des quantités d'eau impressionnantes. Si ces entreprises se servaient de toute l'eau qui leur a été attribuée, on approcherait de la consommation annuelle de la ville de Victoria. Les opérations de la société Talisman dans le nord de la Colombie-Britannique sont si gourmandes en eau qu'il a fallu construire un pipeline pour s'approvisionner à la plus grande réserve d'eau douce de la région, le lac Williston. De ce fait, le secteur gazier s'est retrouvé en concurrence directe avec l'hydroélectricité et l'approvisionnement en eau potable de Vancouver. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a exempté les compagnies ayant recours à la fracturation hydraulique des restrictions d'eau appliquées aux autres industries. Le ministère de l'Environnement n'a pas son mot à dire sur le sujet. Les entreprises énergétiques ont leur propre régulateur, la Commission du pétrole et du gaz. La province de l'Alberta a également mis en place des accords spéciaux concernant l'accès à cette ressource. Don Bester est un fermier membre du groupe de défense de l'environnement de l'Alberta. L'eau est essentielle à la survie de son activité. Il craint les répercussions que pourrait avoir sa consommation excessive dans la région. Ils dépensent l'eau sans se poser de questions. Ils vident les rivières, les nappes phréatiques, les réservoirs, les lacs, tout ce qui leur tombe sous la main. Ils ont retiré une quantité d'eau douce monumentale du cycle hydrologique. On ne peut pas continuer comme ça. Ça n'a pas de sens de prendre de l'eau douce pour la jeter ensuite dans des puits profonds. C'est de la folie. Il y a eu beaucoup de sécheresse ces dernières années. On a besoin de cette eau pour boire. Elle ne devrait pas finir quelque part sous terre. À l'ère du réchauffement climatique, et tandis que l'on prévoit des sécheresses de plus en plus graves, nous prélevons des millions et des millions de litres d'eau pour exploiter le gaz de schiste. Avec le réchauffement de la planète, nous allons devoir faire face à des sécheresses. Il y a de quoi être inquiet. Et quand on voit que partout dans le monde, il y a de plus en plus de problèmes d'eau, les nappes phréatiques se tarissent. C'est indéniable. Il faudrait se demander qui envisage les choses à long terme. Qui examine réellement ce que les industriels nous proposent comme avenir afin de déterminer s'il s'agit d'un modèle durable. Voilà la grande question à laquelle on n'a pas encore trouvé de réponse. Devant les interrogations qui persistent, les opposants à la fracturation hydraulique se font entendre. Le gouverneur du Vermont a résisté à ces sociétés. Il a interdit le gaz de schiste. La reine Odette vit dans le village de Saint-Louis au Québec, près de Montréal. En 2011, suite au forage d'un puits d'essai, les habitants ont une mauvaise surprise. Et le brûlage du gaz s'est poursuivi pendant 2 mois et demi, jour et nuit. Et à un moment donné, il y a eu 2 explosions. Et à la première, en plein milieu de la nuit, et à la première, c'est tout le village de Saint-Louis qui s'est éclairé, tellement la flamme était haute. Il y a même des citoyens un peu plus loin qui ont téléphoné aux pompiers, ils pensaient que le feu était pris dans le village. Je vous dirais qu'à 2 heures du matin, se faire réveiller par un boom comme ça qui fait trembler ta maison, c'est assez traumatisant, merci. Est-ce que j'ai peur? Maintenant qu'on sait, maintenant qu'on sait tous les risques d'émanation, les risques pour la santé, j'ai déjà eu un cancer et je voudrais pas que ça reprenne. Je suis en rémission. Je voudrais pas que ça réapparaisse. Alors, si j'ai peur, oui. L'hostilité au gaz de schiste s'est rapidement répandue dans cette partie tranquille de la province. On est à Mont-Saint-Clair, c'est un quartier très agréable. Un jour, le maire a reçu un appel d'un citoyen qui avait vu des gros camions blancs dans la ville. On s'est rendu compte qu'ils venaient exploiter le gaz de schiste.
Ça a été le début de nos ennuis. Après les révélations de fuites sur plusieurs puits d'essai près d'un centre social, les protestations sont immédiates. Vous amèneriez votre enfant dans un centre social s'il y avait un puits à côté? Non, le gouvernement a déclaré qu'il n'autoriserait pas les forages dans les zones urbaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'il n'y en aura pas à Montréal? Les Québécois sont furieux. Le 22 avril, c'est le jour de la Terre. On était 300 000 dans les rues de Montréal ce jour-là pour dire non au gaz de schiste, aux combustibles fossiles et pour mettre en œuvre une nouvelle politique énergétique. Le gouvernement gère très mal cette crise. S'ils cherchent à passer en force, ils devront en subir les conséquences. Les gens ne veulent pas de ça. On ne se laissera pas faire. Les compagnies énergétiques ont lourdement payé les erreurs qu'elles ont commises au Québec. Devant l'ampleur des manifestations, la province décide d'interrompre les forages tant que les résultats de l'étude de cette activité n'auront pas été publiés. Des milliards de dollars de bénéfices potentiels se sont ainsi envolés. Et cette agitation a instauré un précédent dévastateur pour le secteur. En effet, en Amérique du Nord, le gaz de schiste repose principalement en dessous de zones densément peuplées. Le développement de son extraction modifierait en profondeur ces paysages. Les sociétés se défendent en disant qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce qu'elles font ce qu'elles ont toujours fait. Ce n'est pas vrai. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais connu ce genre de méthode. Et ça pourrait transformer nos paysages ruraux dédiés à l'agriculture et au tourisme en sites industriels. Imaginez une ville qui a mis en place un plan d'urbanisme ambitieux qui prévoit de se développer sur plusieurs décennies. En un claquement de doigts, on découvre du gaz, les sociétés arrivent en ville et tous ces projets partent en fumée. Même dans les provinces canadiennes moins peuplées, telles que le Nouveau-Brunswick, l'opposition au fracking a fait cesser les forages en 2011. Les compagnies doivent à présent faire face à la suspicion. On ne nous posait pas toutes ces questions avant. On nous laissait travailler sans problème. Et depuis 3 ans, on est surveillé de très près. Les gens veulent connaître l'impact que nos méthodes peuvent avoir. Ils veulent qu'on leur prouve qu'il n'y a pas de danger. Quand le taux de chômage est important, se passer d'une ressource lucrative comme le gaz de schiste n'est pas un choix facile. Il y a pas mal de gens qui cherchent du travail en ce moment. On a une 40aine d'employés d'habitude. Et quand il y a des forages, on peut embaucher jusqu'à une 15aine de personnes en plus pour nous aider. J'ai un puits ici, sur mon propre terrain. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème de fuite ou de pollution. Il est très propre. Bess Nixon a plusieurs puits de gaz de schiste sur sa propriété. Elle estime qu'il vaut mieux rester prudent. On a eu quelques accidents. Il y a eu une fuite de liquide de fracturation en 2006. Ils avaient utilisé des traceurs radioactifs. C'est surtout ça qui nous a affolés. Mais en fait, les autres substances étaient probablement plus nocives. On sait aussi que ces puits évacuent du gaz dans l'atmosphère. Mais le gouvernement refuse d'analyser la qualité de l'air. Ça fait des années qu'on leur demande. Ils disent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'acheter le matériel. Si on ne gagne pas assez d'argent avec ça pour surveiller ces entreprises, si on n'a pas la technologie ou les connaissances nécessaires pour ça, alors ça ne vaut vraiment pas le coup. Il faut que ça nous rapporte assez pour qu'on puisse prendre des mesures de sécurité. Il ne faut pas qu'on se vende au rabais. Le Nouveau-Brunswick est une province magnifique. C'est un petit bijou. Il faut qu'on se vende à prix d'or. Cette controverse a conduit les sociétés gazières à revoir leurs pratiques. Quand je m'adresse à un public de personnes qualifiées, à des ingénieurs ou des géologues, j'aime bien leur poser une question très simple. Combien d'entre vous connaissent ça personnellement? Combien d'entre vous vivent à un endroit qui a été fortement touché par l'industrie du pétrole et du gaz? En général, il y a très peu de personnes qui lèvent la main. Du coup, je leur dis que ça prouve parfaitement ce que je voulais leur dire. Les choses ont changé. On ne peut pas se cacher derrière les écrans de nos ordinateurs. On ne peut pas dire « ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, on fait ça depuis des dizaines d'années ». Ce n'est plus la bonne réponse. Les sociétés font tout leur possible pour mettre au point de nouvelles méthodes de fracturation, plus rassurantes pour l'opinion publique. On pourrait prendre de l'eau de mer. On n'est pas obligé d'utiliser de l'eau douce. Il y a différentes possibilités. On travaille d'arrache-pied pour trouver une solution. Cette énergie aussi a ses partisans. Aux États-Unis, l'exploitation du gaz de schiste peut rapporter de quelques milliers à des centaines de milliers de dollars aux propriétaires terriens comme Jim Grimsley.
Une très large majorité des gens sont pour le gaz naturel et les forages. Je pense que c'est surtout une question économique. C'est dans leur intérêt. Beaucoup de fermes du coin auraient disparu sans ça. Maintenant, les affaires marchent bien pour eux. On voit de nouvelles structures, du nouveau matériel. Ça a créé des emplois. Ça a donné du travail à beaucoup de personnes qui n'en avaient jamais eu. Maintenant, ils en ont. J'aime la compagnie du gaz. Ils me payent. Je suis très content de ce qu'ils me donnent. J'en profite bien. Je mange bien. Si je veux du steak, j'achète du steak. Si je veux du poulet, j'achète du poulet. Et tout ça, c'est grâce à eux. L'essor du gaz de schiste a apporté de l'argent et des emplois, mais également des divisions au sein de certaines communautés. En moyenne, il faut 1000 camions pour creuser un puits. C'est beaucoup. Je vis le long d'une route en gravier. Il n'y a que 9 maisons. On a tous notre propre puits d'eau. Et on vit là parce qu'on apprécie la tranquillité. Si un jour on fore un puits sur le terrain d'un voisin, tout d'un coup, il pourra y avoir 1 millier de camions qui feront des allers-retours sur le site. Il y a des villages qui sont traversés par des caravanes de poids lourds jour et nuit. Ça perturbe leur cadre de vie et ça modifie le tissu social aussi. Il y a certaines personnes qui sont très contentes d'avoir reçu de l'argent des sociétés et d'autres qui sont résolument contre à cause de ce qui leur est arrivé ou à cause du changement de mode de vie que ça a provoqué. J'ai vu des pères et des fils qui ne se parlaient plus parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver un terrain d'entente là-dessus. Dans l'État de New York, la fracturation hydraulique est un sujet explosif. On dit que ça crée des scissions entre les gens. On a des voisins juste au-dessus. Ils ont décidé de signer un bail. On a aussi une grosse ferme laitière à côté. Ils voudraient faire la même chose. Et je les comprends. Mais il doit y avoir d'autres moyens de gagner de l'argent sans faire du mal à ses voisins. Est-ce que c'est une source de division naturelle? Absolument. Est-ce qu'il y a un juste milieu sur cette question? Je ne crois pas. Les mouvements de protestation ont obtenu des résultats dans le Vermont ainsi que dans l'État de New York, qui a instauré un moratoire que beaucoup voudraient voir évoluer en interdiction permanente. Vous voulez que vos enfants se douchent là-dedans? Vous voulez qu'ils boivent ça? Nous sommes ici pour demander à notre gouvernement de proscrire la fracturation hydraulique au plus vite. Le Vermont a rendu l'exploitation du gaz de schiste illégale sur son territoire. Les législateurs et le gouverneur du Vermont ont résisté à ces sociétés. Ils leur ont dit non. On espère que les autres États suivront l'exemple. Un sondage effectué au Canada en 2012 a révélé que 62% des habitants du pays souhaitaient un moratoire sur le gaz de schiste. La France et la Bulgarie l'ont purement et simplement interdit, tandis que des mouvements tels que Lock the Gate en Australie ou le plus populiste Freikorf au Royaume-Uni tentent d'obtenir la même chose. Ce sont ainsi des villes, des États et même des pays entiers qui échappent au développement de cette nouvelle énergie. Cependant, dans des villes comme Erie au Colorado, les puits font partie du paysage. Ils ne nous laissent pas le choix. Je peux choisir ce que je veux donner à manger à mes enfants. Je peux décider de leur donner des produits biologiques ou pas. Mais je ne peux rien faire pour améliorer l'air que nous respirons. Nos enfants servent de cobayes dans cette histoire. Les gens se posent des questions sur l'eau potable, sur la qualité de l'air, et nous aussi. Ce n'est pas dans notre intérêt de remettre en cause leurs droits et leurs valeurs. Nous tenons absolument à être considérés comme des membres à part entière des communautés. Nous demandons respectueusement à la société Ankana d'interrompre les forages sur le site de Canyon Creek. Je vous en supplie. C'est notre souhait pour la fête des mères. On leur a envoyé une lettre officielle pour les faire changer d'avis. On leur a remis une pétition signée par 21 000 personnes. Qu'ils aillent ailleurs, on ne veut pas d'eux ici. C'est une école écologique toute neuve qui a coûté 13 millions de dollars. Et tout ce qu'ils ont trouvé à nous répondre, c'est qu'est-ce qu'on dira aux propriétaires du terrain. C'est lamentable. Ils font passer l'argent avant la santé. On l'a fait. Mais les maires d'Erie ont perdu leur combat. Le site de Canyon Creek a été achevé à l'été 2012. Ankana a limité le nombre de substances chimiques utilisées lors de la fracturation et les émissions ont été réduites. Mais le puits est actuellement en activité. Au Canada,
Les producteurs de pétrole et de gaz jouent un rôle majeur dans l'économie de l'Alberta et de la Colombie-Britannique depuis plusieurs générations. Je ne dirais pas qu'il y a des magouilles entre le secteur du pétrole et du gaz et le gouvernement actuel. Ils avancent carrément la main dans la main. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Ça représente quasiment tout le budget de l'Alberta. Alors, les propriétaires terriens canadiens ne profitent pas de cette manne et leurs pouvoirs sont limités. Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, la plupart n'ont aucun droit sur leur sous-sol. Le gouvernement est donc libre de les octroyer aux entreprises énergétiques. Les particuliers n'obtiennent qu'une somme symbolique en échange du droit d'accès. Et ils ont très peu de marge de manœuvre pour refuser. Gwen Johansson se bat pour les propriétaires terriens de Colombie-Britannique depuis plus de 10 ans. Non. Vous ne pouvez pas dire non si une société pétrolière s'intéresse à votre terrain. Un beau jour, vous allez recevoir la visite d'un agent qui vous fera une proposition. Ils appellent ça des négociations, mais il n'y a aucune négociation, parce qu'on ne peut rien proposer de notre côté. Ils peuvent demander un droit d'accès, ils peuvent forcer la main à n'importe qui. On se sent impuissant. Là où ça devient vraiment difficile, c'est quand on pense à des valeurs intangibles comme la qualité de vie ou la tranquillité. Ce genre de choses, ça ne se mesure pas en dollars. Le docteur Ingrafea, qui est un des pionniers de la fracturation hydraulique, exprime lui-même des inquiétudes sur les conséquences que pourrait avoir cette technologie. Tous ceux qui n'en profitent pas économiquement se posent des questions. Ils réfléchissent, ils pèsent le pour et le contre. On est en train de dévaluer nos maisons, on pollue notre eau, on contamine l'air, on met notre santé en danger, on accélère le changement climatique. Et qu'est-ce qu'on a en échange de tout ça? Rien. On perd tout, on perd notre raison de vivre. Le gaz de schiste a déjà révolutionné le secteur énergétique et son expansion ne fait que commencer. Cependant, l'industrie pétrolière et gazière doit faire face à ses détracteurs. L'opposition à la fracturation hydraulique lui a fait perdre des marchés partout dans le monde, ce qui l'a privé de bénéfices colossaux. Dans les premières années, des milliers de puits ont été forés avant que les risques ne soient pleinement compris. Je pense qu'il y a eu une sorte de ruée vers l'or qui est à l'origine de certains de ces problèmes. Quand on veut aller trop vite, on fait des erreurs. Je crois qu'ils ont lancé les forages très rapidement, donc ils ont commis des erreurs. Il y a certainement des entreprises qui ne respectent pas les règles du jeu, comme partout. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Malheureusement, ça retombe sur toutes les sociétés. C'est comme ça. Et ces grands groupes n'ont pas que des problèmes d'image. Le développement de la fracturation hydraulique a suscité un excédent de gaz naturel en Amérique du Nord, ce qui a entraîné une chute des prix. En Amérique du Nord, on peut dire que le secteur du gaz naturel a scié la branche sur laquelle il était assis. Ça a tellement bien fonctionné que le marché est saturé. Les industriels se tournent à présent vers l'Asie. On exporte notre production à un prix de $2, alors qu'ailleurs dans le monde, et notamment en Asie, ils offrent de 15 à 17 $. C'est un pactole qui nous échappe. Pour traverser les océans, le gaz doit être comprimé et liquéfié. Les pipelines et les compresseurs demanderont un investissement de plusieurs milliards de dollars, mais les producteurs ont choisi de miser là-dessus. Si on regarde ce qui se passe en ce moment en Colombie-Britannique, on verra qu'ils se précipitent pour exporter le plus rapidement possible toutes leurs réserves de gaz. Et ils ne se posent pas de questions sur les répercussions économiques ou écologiques que ça peut avoir. S'il veut se développer, le secteur devra surmonter une opposition déterminée. Je pars du principe que les industriels ont une très mauvaise image auprès du public, parce qu'ils ont négligé les personnes qui étaient partie prenante dans leur projet. Il faut que l'on arrive à avoir un discours cohérent en faveur du gaz de schiste et à montrer qu'on souhaite que les choses se fassent de manière responsable. Demander aux entreprises énergétiques de modifier leur mode opératoire pour arriver au risque zéro, c'est irréaliste. Aucune industrie n'en est capable, ça n'est jamais arrivé. Quand vous entrez à l'hôpital, vous n'êtes pas certain d'en sortir. Ce qui compte, c'est la façon de gérer ces problèmes. Quelques grandes sociétés ont adopté des méthodes plus écologiques qui permettent de capturer et traiter la totalité du gaz afin qu'il ne soit ni évacué ni torché. On raccorde le pipeline au site avant même que le puits soit terminé. Comme ça, on peut tout envoyer directement. Ça diminue le torchage et ça ne dure plus que quelques heures ou un jour maximum. Avant, ça pouvait prendre plusieurs jours.
Il n'y a plus d'évacuation ou de torchage sur ces installations. Ça résout le problème des émissions. Je peux vous dire que ces infrastructures reviennent très cher. Ça n'a pas été une décision facile à prendre. Ça coûte beaucoup d'argent. Mais ça en vaut la peine. Ces initiatives coûteuses n'ont pas été suivies par tout le monde. Si vous en parlez à Exxon ou à Shell, ils vont dépenser l'argent. Mais il y a plus de 60 sociétés qui se sont installées dans le bassin de Marcellus en Pennsylvanie, et la plupart sont modestes. Ils ne peuvent pas se le permettre, et ils ne le feront pas. Une nouvelle législation instaurée par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis mettra fin au torchage sur les puits de gaz de schiste construits après 2015. Cependant, chaque puits pourra tout de même évacuer jusqu'à 5 tonnes de composés organiques volatiles par an. Et ces nouvelles règles ne s'appliquent pas aux sites qui existent déjà. Il n'y a presque pas eu d'études pour comparer les coûts, les avantages et les risques des différentes méthodes de fracturation hydraulique. Si on veut prendre de bonnes décisions, on a besoin de ces informations. Les régions dans lesquelles l'industrie du gaz est solidement établie pratiquent la fracturation hydraulique à un rythme effréné. En revanche, les communautés qui découvrent le gaz de schiste réclament avant tout des réponses à leurs questions. Y a-t-il une distance de sécurité garantie entre un puits et une maison? Quel est le taux d'échec acceptable pour des forages dans lesquels des millions de litres de fluides toxiques sont injectés? Nous tenons absolument à avoir une estimation fiable sur les probabilités de contamination de l'eau potable. On ne réglera jamais le changement climatique si on continue à prélever des combustibles fossiles du sous-sol et à les brûler et à émettre du CO2. Où ça va nous mener? Enfin, pouvons-nous nous permettre de retirer à jamais des milliards de litres d'eau de notre cycle hydrologique? Si on n'examine pas de près les projets que cette industrie veut mettre en place dans les années à venir, il y a de grandes chances qu'on commette des dégâts irréversibles sur les réserves d'eau et l'environnement. Il va bien falloir qu'on choisisse ce qu'on veut faire. Est-ce que nous allons simplement continuer à déployer tous nos efforts pour développer cette activité aussi rapidement que possible et continuer les exportations? Ou bien est-ce que nous allons faire un pas de côté et nous rendre compte qu'il est temps de réfléchir à tout ça? Je pense qu'il faut ouvrir ce débat de toute urgence.